Je sais pas pour vous, mais les fictions que je lis, que je regarde, ça influence un petit peu mon mood du moment. Et donc là j'ai envie un peu de me mettre dans cette bulle de douceur, de positivité. Hey, salut, c'est Loli de la chaîne Lolifant, j'espère que vous allez bien. Et ça va être le sujet de cette vidéo justement. Aller bien, se sentir bien. J'ai proactivement décidé de lire quasi uniquement des livres feel good, optimistes, à l'opposé en fait de ce qu'on peut trouver en SF de type, je sais pas, post-apo, catastrophiste, science-fiction, cyberpunk, très anxiogène. Si vous suivez un petit peu la chaîne, je pense que vous savez que naturellement, je peux justement être quelqu'un qui est attiré par des récits assez bizarres, assez malaisants. J'aime beaucoup le fantastique, j'aime beaucoup l'horreur et j'aime toujours ça, soyons très très clairs. Ça veut pas dire que je ne veux aucune tension narrative, que je ne veux que ça aborde aucun sujet sérieux, mais juste là, probablement à peu près jusqu'à la fin de cette année, j'ai envie d'être dans une atmosphère plus doudou, plus colorée, plus lumineuse. Et je me suis dit que ça serait sympa de partager ça avec vous, si maintenant ou si plus tard, vous êtes aussi un peu dans une période comme ça où vous avez envie de vous tourner vers des récits un peu cosy. On parle beaucoup de cozy fantasy, cozy sci-fi, science-fiction optimiste ces derniers temps. Ça peut être éventuellement une liste dans laquelle vous pouvez venir piocher. Voilà, si je peux vous inspirer, ça peut être chouette. Je vais commencer par tout ce qui est texte, on va dire, et je finirai par les graphiques. Quand on parle de feel good pour moi, c'est aussi synonyme d'une bonne dose d'humour. Et c'est pour ça que je pense me tourner au moins vers un ouvrage du Disque Monde pendant cette période. Donc un nouveau Terry Pratchett, très certainement soit Mes contes de fées, soit Le Faucheur, soit Le Guet des Orfèvres, que j'ai trouvé tous les trois d'occasion. Et dans la même veine, j'ai eu envie de découvrir cette fois-ci le grand, je pense, classique, on peut dire, de la science-fiction humoristique. Ce titre, c'est H2G2, le guide du voyageur galactique de Douglas Adams, que j'écoute actuellement en livre audio. Je viens de commencer. Pour le moment, j'aime bien ce cadre de SF et tout cet humour qui en fait aussi est totalement satirique de travers, on va dire, de notre société et notamment du fonctionnement de notre économie et de notre politique. Je vous en dirai des nouvelles quand je l'aurai terminé. Ensuite, je vais quitter un tout petit peu la sphère de l'imaginaire pour vous présenter deux livres. Deux livres qui du coup sont plutôt de la littérature blanche que pour aller très vite, je rattacherai au nature writing. Le premier, c'est un livre que du coup j'ai déjà lu depuis. Il s'agit d'un court roman japonais, L'été de la sorcière de Kao Nashiki. Si vous suivez un peu la chaîne, vous savez qu'une fois de temps en temps, je lis un contemporain japonais. Alors pas forcément feel good, mais voilà, tranche de vie. J'en ai lu quand même un certain nombre et j'avais vraiment très très envie de découvrir de celui-ci parce que j'en avais quand même plutôt entendu de bons échos. Dans cette histoire, on va suivre Mei, ou Mai, j'ai un doute, je suis pas sûre de comment ça se prononce, qui est une jeune japonaise, et je crois que le mot est prononcé une fois tout au début. On comprend qu'elle souffre en gros de harcèlement scolaire, elle ne veut plus aller à l'école, et dans ce contexte, sa mère va décider de l'envoyer passer un certain temps chez sa grand-mère, et c'est sa grand-mère en fait qui est surnommée la sorcière. On comprend très vite qu'en fait elle est anglaise. Elle s'est mariée à un japonais, mais elle a totalement en fait embrassé un style de vie rural à la japonaise, très connecté à la nature. Mai se sent en fait et naturellement très à l'aise et très bien avec sa grand-mère.
là où c'est plus compliqué avec sa mère et aussi avec son père qui lui est carrément loin pour le travail. Et on va suivre du coup la relation entre cette petite fille et sa grand-mère. On va suivre leur quotidien, on va suivre leurs activités dans le jardin, la cuisine, etc. Comment en fait est-ce qu'elles profitent, on va dire, des beautés, des fruits qu'offre la nature. Mais soyez juste prévenus, ce livre est pas non plus 100% feel good, parce que déjà, bah, comme vous l'aurez compris, la petite fille, elle est quand même pas super à l'aise avec elle-même, elle a une certaine tristesse en elle. Et enfin, c'est peut-être un des points le plus important, je ne vous spoile pas du tout parce que c'est vraiment littéralement la première phrase du livre. On apprend en fait dès le début que la petite fille donc se remémore en fait tout cet été, mais que dans le présent, sa grand-mère n'est plus là. Voilà. Du coup, il va y avoir aussi quand même, mine de rien, ce sujet du deuil qui va être abordé, mais ça reste en fait quand même un livre qui est assez lumineux et qui met en valeur une belle relation et un mode de vie encore une fois plutôt agréable et apaisé. C'est un livre que j'ai bien apprécié, c'est un livre qui m'a plutôt touchée de par ses thématiques. Donc voilà pour l'été de la sorcière. Et dans cette même vague nature writing, je compte lire Une année à la campagne de Sue Hubble. Vous le voyez peut-être pas mal passer sur Booktube et Bookstagram dernièrement. Moi, c'est un livre en fait qui est depuis très longtemps dans ma palle. Depuis en fait que j'ai vu une vidéo d'Olala Chick dont j'adore vraiment la chaîne, j'adore le contenu, elle ne publie pas souvent mais vraiment je bois toujours mais toutes ses recommandations comme un nectar précieux et elle avait vraiment adoré ce livre. Elle en avait très bien parlé et plus récemment j'ai vu le titre repasser sur la chaîne de Margarito qui elle aussi est de très bons conseils. Pendant l'été, le printemps, j'ai un peu ces envies justement de nature, d'environnement naturel, etc. Surtout qu'en plus, bah moi j'habite en ville, la nature je l'ai parfois ponctuellement quand je vais en vacances ou quand je vais chez mes parents, mais je l'ai pas au quotidien. Donc ça fait du bien de la retrouver, on va dire, en littérature. Une année à la campagne, ça se passe dans l'Est américain et on va suivre une femme qui était bibliothécaire, je crois, mais de base elle est biologiste et elle va décider de quitter son job, de quitter la ville pour aller vivre seule à la campagne. C'est vraiment un livre qui va mettre, de ce que j'ai compris, la nature, la faune, la flore au premier plan. Le nature writing, je suis pas une super aficionado, c'est-à-dire que je lirai peut-être pas forcément ça sur des centaines et des centaines de pages, mais là, le livre en fait à peu près 250, ça me paraît être un bon dosage. Encore une fois, j'ai de très bons retours sur ce titre, donc je pense que je vais prochainement me lancer. Ensuite, deux titres que j'ai très vite sélectionnés dans ma liste, et en l'occurrence que à l'heure où je tourne cette vidéo, j'ai déjà lu tous les deux en audiobook. Et je ne vais pas m'appesantir dessus parce que vous les aurez probablement déjà vus passer dans ma vidéo Mid-Year Freak Out Book Tag. Il s'agit tout d'abord de Tresse de la mer émeraude de Brandon Sanderson, avec lequel j'ai définitivement passé un très bon moment. Allez-y si vous aimez les bateaux, les aventures en mer, la piraterie. Et si vous avez envie de lire quelque chose, je trouve, avec une petite ambiance un peu Ghibli, un peu Miyazaki, un ton en fait bien dosé entre le sérieux où il se passe plein de choses et en même temps beaucoup de touches d'humour. Je m'étais tournée vers ce livre parce que vraiment je le voyais passer dans énormément de tops de l'année passée, que ce soit anglophone ou francophone. Et bah, j'ai bien fait. Tresse de la mer émeraude, valeur sûre, définitivement. Le deuxième livre, c'est La mer sans étoiles d'Erin Morgenstern, également donc lu en lecture audio. Dans ma dernière vidéo, je vous explique que c'est mon coup de cœur de cette première partie de l'année 2024. Un récit onirique, envoûtant, transportant, qui transpire en plus, je trouve, l'amour de la littérature, l'amour de l'art, l'amour des histoires, qui a, je trouve, vraiment
une esthétique magnifique qui va faire surgir en fait tout un univers visuel qui je trouve est très facile à se représenter. Moi je me revois en fait dans mon lit en train d'écouter le livre audio et d'avoir en fait ces superbes images qui surgissaient. C'est pas un livre non plus où il y a zéro enjeu et où par moments il se passe pas des choses tristes et des choses sérieuses, mais c'est définitivement, je trouve, un livre qui dégage ouais, des vibes assez magiques, assez douces. C'est vraiment un roman à ambiance. Je ne peux que vous recommander cette lecture. Pour la suite de ce cocktail de bonnes ondes, j'ai décidé tout simplement de me tourner vers la suite d'une saga dans laquelle je suis actuellement et qui pour moi est désormais une valeur sûre. Il s'agit d'Effets de réseau, qui est le tome 5 de la saga Journal d'un assassin, donc Murderbot, en VO de Martha Wells. Ce tome 5, contrairement aux autres, il est un petit peu plus épais et c'est vraiment un roman en fait plus qu'une novella. Je vous en avais parlé en fait dans ma vidéo sur mon bilan un petit peu de saga terminée, saga en cours, etc. Je le mets franchement sans problème pour moi dans cette section feel good. Alors je sais pas comment dire ça, mais c'est de la vraie SF au sens où, je veux dire, il y a beaucoup d'action, il y a de la tension, il y a du stress, il y a de l'enjeu. Évidemment, parfois, il y a, je sais pas, de la violence à gérer, on a peur pour les personnages. Il y a quand même vraiment un côté très humain et notamment, on s'attache de plus en plus à ce personnage principal, à notre SEC unit, unité de sécurité slash garde du corps, qui d'un coup s'est retrouvée indépendante, libre de ses mouvements, libre de ses pensées, et qui apprend en fait à vivre avec ça, apprend en fait à avoir une individualité. C'est vraiment une saga en fait qui me met dans un bon mood parce que voilà, c'est vraiment, même si ce personnage en fait rencontre des obstacles, elle va en fait quelque part vers une forme d'épanouissement. J'ai entendu qu'en plus ce tome 5, ce roman était particulièrement bon. Donc j'ai très hâte de le découvrir. Et il y a de l'humour aussi, donc que demande le peuple. Ensuite, j'ai mis dans ma pile à lire un roman qui change un petit peu de mes habitudes de lecture, puisqu'il s'agit d'un roman, alors, pas historique, mais d'enquête, entre guillemets, historique, qu'une amie m'a offert en me disant « C'est sûr, ça va te plaire ». Il s'agit de La table du roi Salomon, publié donc aux éditions Babel, de Luis Montero Manglano, qui est un auteur espagnol, dans lequel, si je comprends bien, on va suivre un doctorant en histoire de l'art recruté dans une espèce de société secrète dont le rôle est de retrouver certaines œuvres d'art. L'auteur a créé un personnage récurrent qu'on retrouve en fait dans différents opus où il enquête à chaque fois sur quelque chose de différent. Et là, je crois que c'est le premier. Il va devoir s'intéresser aux figures du roi Salomon et de la reine de Saba. On va avoir autant un côté érudit, donc avec ce côté un peu histoire de l'art, histoire, mais aussi on nous annonce de l'amour, de l'action, de l'intrigue, de l'aventure. Je m'attends à quelque chose d'assez palpitant et peut-être en même temps à quelque chose d'assez documenté, donc un bon cocktail. Apparemment l'auteur est lui-même professeur d'histoire de l'art et d'histoire médiévale, donc je pense qu'il sait de quoi il parle. Une bonne dose d'aventure aussi pour cet été. J'espère que je ne serai pas déçue. Voilà, donc là je vous ai présenté un petit peu le cœur, on va dire, de cette pile à lire. Les choses que je suis à peu près certaine de lire prochainement, mais j'ai en tête quelques titres optionnels, quelques titres qui me tentent, mais où je me dis, bah en fait ça va un peu dépendre de mon rythme de lecture. Il se pourrait que je me tourne vers un autre Becky Chambers. Pour le moment, j'ai lu ces novellas, donc histoire de
Moi née de robot, oui c'est ça, et Apprendre aussi par bonheur, mais je pourrais me tourner vers ces romans et notamment ces séries. J'ai aussi peut-être dans l'idée de tester quand même un titre de cozy fantasy. J'ai vraiment du mal en fait à trouver une proposition qui me convainc, mais je pense du coup, après m'être pas mal renseignée, que si je me lançais, ce serait certainement avec l'encyclopédie d'Emily Wilde. Cette histoire en fait où on va suivre une jeune chercheuse spécialisée dans les fées. Apparemment c'est un bon dosage et notamment apparemment un bon duo de personnages à suivre. Donc c'est possible que je me tourne vers ça. J'ai aussi entendu parler de l'autrice. Alors je sais qu'il y a jamais en fait son prénom en entier, mais son nom de famille c'est Kingfisher. Je crois pas qu'elle est vraiment traduite en français, mais il y a pas mal en fait de ces titres qui sont assez populaires en anglais. Ce qui me gêne, c'est que j'ai toujours plus ou moins l'impression qu'il y a de la romance dans ces titres. C'est pas que je sois foncièrement opposée à la romance, mais j'ai vraiment pas envie que ça prenne trop de place. Donc je sais pas, si vous avez lu un de ces titres, j'ai entendu parler notamment de Sword Art par exemple, n'hésitez pas à me le dire si vous pensez que ça pourrait me plaire ou pas, parce que aujourd'hui je suis pas suffisamment convaincue pour sauter le pas. Et pour terminer avec les options, j'ai repéré sur mon application de livres audio qu'était disponible au moins le tome 1 d'Anne de Green Gables de Lucy Montgomery. Depuis le temps qu'on parle de cette série sur Booktube, de cette série donc qui a été rééditée chez Monsieur Toussaint Louverture dans des éditions absolument magnifiques. C'est notamment Alex de la chaîne Alex Bookin en Prada qui vraiment en a fait, on va dire, une chronique dithyrambique et je crois 100% à jour dans les derniers tomes sortis. Et j'ai l'impression qu'en plus elle apprécie vraiment dans la durée. Je me dis que pour tester le livre audio, ça peut peut-être être sympa. Voilà, c'est une possibilité. Mais également, sachez qu'il y a une petite sélection de titres dont je ne vous ai pas parlé dans cette vidéo et que je garde pour une autre vidéo dédiée. Je peux quand même vous dire quelques mots en fait de ce projet de vidéo que j'ai suite à ma lecture du recueil de nouvelles françaises Amazonie spatiale dont je vous ai parlé dans ma précédente vidéo. Je vous invite à aller voir ça. J'avais envie d'aller plus loin et d'explorer d'autres choses dans cette même vibe. Je me suis faite une petite sélection de romans qu'on rangerait dans la catégorie de ce qu'on appelle aujourd'hui le solar punk ou le hope punk. Deux donc sous-genres de la SF, je ne vous en parle pas maintenant parce que je pense que je vais certainement faire une vidéo avis lecture, voire même j'aurais très envie de faire un vlog en fait dédié où voilà, je vous partage mon retour sur cette sélection de titres où on se dit deux mots finalement de qu'est-ce que je pense en fait de cette nouvelle tendance. Je pense qu'elle n'est pas véritablement nouvelle en réalité, mais c'est vrai qu'on en parle quand même pas mal ces derniers temps. Dis-moi si c'est quelque chose qui vous enthousiasme en commentaire ou pas. N'hésitez pas à me recommander des titres. Je suis peut-être passée à côté de choses intéressantes. Je prends toujours vos recommandations. Ok, chose promise, chose due. On passe au graphique. Faire des lectures qui me font du bien pour moi, c'est aussi poursuivre mes sagas doudou en manga. Il y en a 4 principales qui pour moi sont des valeurs sûres. Le premier c'est bien sûr Aria de Kozue Amano et ça va être très dur parce qu'il ne me reste plus que le tome 7 qui est le dernier tome. Alors lui vraiment je sais que je le garde précieusement. Parce que ça va être quelque chose, je pense, quand je vais le lire. Parce que j'aime tellement cette série. Pour moi, c'est tellement la quintessence du feel good. Je suis pas la première à en parler. C'était à l'époque Lemon June qui avait une chaîne YouTube qui en parlait si bien et qui m'a fait découvrir l'existence de cette série. Voilà, à un moment, il va falloir finir. Mais ça va être dur, ça va clairement être dur. Ensuite, je vous montre rapidement, j'ai aussi prévu de lire le dernier tome de Bride Stories, qui est donc
le tome 14 qui est sorti récemment. C'est de Kaoru Mori. C'est une série tranche de vie historique dans le sens où on va suivre le quotidien de différentes femmes en Asie centrale, en fait, différents en fait, pays de la route de la soie au 19e siècle. On va suivre leur quotidien, on va suivre aussi quand même pas mal leurs histoires d'amour, mais j'irai pas du tout jusqu'à dire qu'on est sur du shoujo, enfin c'est pas non plus le centre du récit, il y a d'autres choses. C'est très riche, c'est très documenté, c'est vraiment magnifique. On sent que Kaoru Mori en fait se renseigne sur les mœurs, l'artisanat, la culture de chaque région, chaque pays qu'elle aborde, et c'est absolument passionnant. C'est une série de mangas en fait qui fait voyager et qui en même temps est pleine de tendresse, donc je vous la recommande. Ensuite, et je me rends compte qu'en fait je suis... c'est le 3e livre d'affilée que je vous présente des éditions Kiyun, parce que j'adore en fait le travail que fait cette maison d'édition. J'ai le tome 7 de Magus of the Library. Magus of the Library, pour le coup, c'est une série de mangas avec un univers très riche, très travaillé, différentes en fait d'inspirations. Pourquoi feel good? Parce que en plus c'est quand même une série où on va suivre des personnages qui sont Kahuna, c'est des sortes de bibliothécaires. Il y a plein en fait de spécialités différentes quand on est Kahuna, parce qu'il y a plein de choses à faire autour du livre. Il y a le fait, je sais pas, de le diffuser, de le restaurer, de le ranger correctement, enfin il y a énormément de choses. Et on va suivre plus particulièrement la destinée de Shio, qui est un jeune garçon qui adore la lecture et qui vient en fait à la capitale, entre guillemets, pour devenir Kahuna, pour essayer de préparer et réussir les examens. Je sais que certaines personnes trouvent que ça s'épuise un peu, ou que ça tire un peu en longueur, ou que ça tourne en rond. Peut-être, mais en fait, pour moi, c'est tellement... je trouve que c'est tellement riche et c'est tellement un bonheur pour les yeux que personnellement je n'ai pas encore ressenti de lassitude. On verra avec ce tome 7. Mais voilà, quoi qu'il arrive, je continue ce manga. Ensuite, je ne les ai pas en ma possession, donc je ne peux pas vous les présenter. Mais je compte lire toujours une suite d'une de mes séries de mangas doudou. Je vous l'ai encore redit dans ma précédente vidéo, vous savez que j'ai été, étant plus jeune, une fan de Cardcaptor Sakura. Et si vous ne le saviez pas, actuellement Pika Édition publie une nouvelle série Cardcaptor Sakura qui est toujours faite par les Clamp, qui est un tout nouvel arc qui je crois maintenant est même à ce stade plus long que le premier d'origine. Moi j'ai beaucoup de retard en fait à rattraper sur cette série, puisque le dernier tome paru c'est le tome 15 et moi j'en suis au tome 9, donc ça fait au total 6 tomes que je dois rattraper, mais c'est parfait, ça me fait un truc simple, un truc doudou que je peux prendre sans prise de tête, je le sais, qui est là, qui est disponible. L'histoire de ce nouvel arc, alors aussi loin que j'en suis, c'est-à-dire au tome 9, je veux dire, évidemment, ça reste en fait un shoujo de Magical Girl, quelque chose qui pourrait être lu en fait par un public jeune. Donc évidemment, c'est pas d'une complexité et d'une subtilité folle, mais moi j'étais plutôt convaincue en fait par la nouvelle intrigue qui était proposée. Il y a en fait un tout nouveau personnage qui possède aussi en fait des pouvoirs magiques. C'est toujours un bonheur de découvrir les nouvelles tenues incroyables que les Clamp imaginent pour Sakura par le biais du personnage de sa meilleure amie Tiffany. Voilà, je suis fan du dessin des Clamp. Cette façon qu'elles ont notamment d'introduire des ornements floraux dans beaucoup de leurs pages. Pour moi, c'est un petit bonheur pour les yeux, c'est un petit bonbon avec le petit effet en plus nostalgie en sus. Je suis certaine de passer un bon moment en fait avec la suite de cette série. Je continue dans les graphiques avec pour le coup de tout nouveaux entre guillemets titres que je vais découvrir, enfin on va dire des auteuristes que je ne connais pas du tout. J'ai une première BD qui pour le coup je pense est complètement dans la veine
humoristique. Je ne sais quasiment rien de ce titre, mais quand je l'ai vu en fait en librairie, j'ai juste trouvé le titre, la couverture trop drôle et je me suis dit j'ai juste envie d'essayer en fait. Et il s'agit de la BD Le premier chat dans l'espace à manger de la pizza. Voilà. Il a l'air d'avoir un effet vraiment très crayonné comme ça, qui est assez joli, je trouve assez rigolo. Ce chat est envoyé dans l'espace pour ni plus ni moins que sauver le monde. Pourquoi? Parce que la Lune est en train d'être dévorée par des rats. Et que du coup, quoi de mieux qu'un chat pour lutter contre des rats, bien sûr. Et ça me fait beaucoup rire en fait, parce que sur la 4e de couverture, il y a écrit « Cette audacieuse mission va-t-elle réussir? Nos héros triompheront-ils des rats de l'espace ?» Quel rapport avec la pizza? Ça a l'air décalé, ça a l'air drôle, écoutez. De la science-fiction humoristique en BD avec un chat et de la pizza. Allez, pourquoi pas? Et enfin, je vous présente un graphique qui, pour le coup, je pense, est un peu plus connu. Il s'agit du Cercle du Dragon T de Cathy O'Neil, qui est une BD, à ma connaissance, qui a le mérite d'être très inclusive. Une BD absolument mignonissime. Un trait extrêmement doux. Voilà, je pense que vous voyez, mais franchement, ces couleurs, enfin moi je trouve ça vraiment magnifique. C'est des couleurs un peu pastel comme ça, un peu douces. On va suivre en fait je crois ce personnage qui va trouver un petit dragonté perdu et qui par son intermédiaire va se retrouver un peu propulsé dans cet univers des dragontés. C'est une trilogie. Ah pardon, j'ai dit Cathy O'Neil mais en fait c'est Kay O'Neil. Si ça me plaît, je vous en dirai des nouvelles. Et je poursuivrai très certainement avec les 2 autres tomes. Et voilà, j'ai terminé avec cette sélection feel good, bonne vibe, cosy, à la fois donc de romans et de graphiques. J'espère que je vous aurai fait découvrir au moins un titre. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi en regardant cette vidéo. J'ai essayé de vous donner quand même quelques éléments sur les différents titres et pourquoi je les ai choisis. Je trouve ça toujours un peu sympa aussi d'avoir la backstory de pourquoi quelqu'un a choisi de lire ce livre en particulier. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser vos recommandations en commentaire, à la fois pour moi, parce que ça me fera extrêmement plaisir, mais aussi peut-être pour les autres personnes qui passeront par là. Sur ce, je vous envoie justement beaucoup de bonnes ondes, beaucoup de douceur. J'espère que vous aurez de la chance dans vos lectures estivales, que plus globalement, vous passerez un très bel été, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, salut!